Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire la présentation de l'œuvre d'Antigone qui est écrite par Jonanouilh. Bien sûr, avant de commencer la lecture des scènes et du texte de cette œuvre. Donc, présentation générale d'Antigone. Donc, Antigone est écrite par Jonanouilh en 1942. Mais elle a été représentée sur scène en 1944. Il faut bien noter que une pièce de théâtre, contrairement au roman ou bien aux autres genres littéraires, une pièce de théâtre est toujours écrite pour qu'elle soit jouée sur scène. Donc, elle a été écrite en 1942 et elle a été représentée en 1944 sur scène. Donc, son auteur, Jonanouilh, donc c'est un dramaturge français. Dramaturge, c'est-à-dire un auteur qui écrit, donc une personne qui écrit des pièces de théâtre. Donc il faut bien se rappeler de sa nationalité. C'est un dramaturge français. Il est né en 1910, il est mort en 1987. C'est-à-dire qu'il a vécu pendant le XXe siècle. C'est un auteur du XXe siècle. Ses pièces critiquent la famille, les idéaux, les mensonges entraînés par la vie en société. Certaines de ces pièces s'inspirent de personnages mythologiques, notamment Antigone. C'est-à-dire que la pièce s'inspire d'une personne de la mythologie gréco-romaine. Il faut tout de même rappeler que le titre Antigone, c'est un titre éponyme, puisque Antigone, c'est d'abord le titre de l'œuvre, mais aussi c'est le nom du personnage principal de la pièce. Donc il faut également se rappeler au moins d'une seule euh, œuvre du même auteur. On peut noter là donc Le Voyageur sans bagage, Eurydice, c'est une pièce de théâtre, Le Bal des voleurs. Donc, ce sont des pièces de théâtre parmi ces nombreuses pièces de théâtre que Jonanouilh a écrites. Donc, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, il faut présenter le théâtre. Donc, définition, qu'est-ce que le théâtre ou bien qu'est-ce que le genre théâtral? Eh bien, c'est une représentation sur scène. C'est un spectacle joué sur scène par des auteurs, par des comédiens. Donc, c'est une représentation, c'est un spectacle dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages. Voilà, donc les personnages sont interprétés par des acteurs et ces acteurs agissent devant un public. Voilà, donc c'est un spectacle, c'est une représentation sur scène donnée, hein, présentée devant un public. Donc un texte de théâtre se présente en acte. Donc lorsqu'on prend l'œuvre, eh bien souvent, en général, on trouve une division théâtrale, c'est-à-dire les actes qui sont découpés en scènes et ces scènes qui sont composées de dialogues et de didascalies. Donc les didascalies, ce sont des indications scéniques données par l'auteur, données par le dramaturge, afin de bien mettre en scène la pièce. Donc de didascalie qui apportent des informations en vue de la mise en scène. Donc on peut citer à titre d'exemple le décor, euh, quelques informations sur les habits de personnages, les accessoires, la façon avec laquelle on doit parler, les grimaces, le gestuel. Donc tout ça entre dans le cadre des indications scéniques, c'est-à-dire donc des didascalies. Donc, est-ce qu'on a des sous-genres du théâtre? Bien oui. Donc nous avons des sous-genres et plusieurs sous-genres évidemment, sauf que nous, on va s'intéresser à deux sous-genres principaux, la comédie et la tragédie. Donc qu'est-ce qu'une comédie? Donc la comédie a pour but de divertir. Voilà, elle est écrite dans le but de faire rire, de divertir. La comédie vise à corriger les mœurs par le rire. Voilà, donc on cherche à corriger le comportement d'une personne dans la société par le rire. Et on peut citer à titre d'exemple l'œuvre que vous avez étudiée l'année dernière,
dans le tronc commun, le bourgeois gentilhomme de Molière. Donc Molière a tenté de critiquer le comportement de Monsieur Jourdain, qui était un riche bourgeois qui voulait devenir un gentilhomme malgré son ignorance. Puis on passe à la tragédie. Donc la tragédie est fondée sur l'idée de la fatalité. Voilà, donc la fatalité, la mort. On ne peut rien contre le destin. On ne peut pas échapper à notre destin. Déjà, lorsqu'on dit tragédie, on comprend dès le départ, dès le début, avant même de lire l'œuvre, que le personnage principal soit va mourir, soit il deviendra fou à la fin de l'œuvre. Et il vise à émouvoir les spectateurs. Donc c'est une tragédie. Genre de l'œuvre, c'est-à-dire le genre de l'œuvre que nous avons entre les mains, c'est-à-dire Antigone. Antigone, c'est une tragédie moderne. Donc la tragédie moderne, donc on comprend vite que nous avons une tragédie moderne, donc automatiquement nous avons une tragédie classique. Donc c'est un récit théâtral, c'est une pièce de théâtre qui est née au XVIIe siècle. C'est un récit caractérisé par des personnages nobles, donc les personnages appartiennent à la classe sociale de la noblesse, des héros ayant accompli des exploits mythiques. Et là, on voudrait bien signaler que euh, les personnages, ou bien le personnage et l'œuvre s'inspire d'un personnage mythique, hein, donc de la mythologie gréco-romaine. Il est écrit en vers, voilà, donc la tragédie classique est écrite en vers. On peut citer à titre d'exemple le Cid de Corneille, on peut citer également Phèdre de Racine. Donc ce sont des pièces de théâtre donc des tragédies classiques qui sont écrites en vers. Pardon. La mort effective ou symbolique apparaît au dénouement, c'est-à-dire à la fin de l'œuvre, nous avons la mort du personnage principal. La tragédie moderne. Donc, quelle est la différence qui existe entre... Donc, on va faire une sorte de comparaison. Quelle est la différence qui existe entre une tragédie moderne et une tragédie classique? Au XXe siècle, les auteurs reprennent à nouveau les mythes grecs. Donc voilà, on s'inspire des personnages mythiques de la mythologie gréco-romaine en les adaptant. Voilà, on va les renouveler. Voilà, on va les adapter à notre époque. Voilà, à leur époque. Ils montrent que les grands mythes antiques sont intemporels et qu'ils permettent de réfléchir à des questions très actuelles. Voilà. Donc, ce sont des personnages de la mythologie, ce sont des personnages de l'Antiquité, hein, l'Antiquité gréco-romaine, sauf que on est en train de les adapter à notre époque, afin de permettre de réfléchir sur des questions qui sont d'aujourd'hui, de nos jours. Donc, un tableau qui va récapituler, on va dire, les traits de distinction et qui rapproche la tragédie classique et la tragédie moderne. Donc la tragédie classique, nous avons la division classique du texte théâtral, division en 3 ou 5 actes. Par contre, dans la tragédie moderne, nous avons un seul acte. La tragédie classique est écrite en vers, par contre, c'est-à-dire sous forme de poésie. Par contre, la tragédie moderne, elle est écrite en prose. Les personnages sont des personnages nobles qui appartiennent à la classe sociale de la noblesse. Par contre, dans la tragédie moderne, nous avons les personnages qui sont des nobles, mais également des personnages de basse société. Le niveau de langue utilisé dans la tragédie classique, c'est le langage, la langue soutenue. Par contre, dans voilà donc littéraire, style recherché. Par contre, dans la tragédie moderne, nous trouvons le niveau de langue courant et familier. Voilà, donc là, c'était une comparaison entre la tragédie classique et la tragédie moderne. Donc, surtout, il faut bien noter que généralement, une pièce de théâtre doit répondre aux règles du théâtre classique, de façon générale. Donc, nous avons la première règle, donc la règle des 3 unités. Première unité, c'est l'unité de lieu.
L'action se déroule, donc en général dans une pièce de théâtre, l'action se déroule en un seul lieu. Les auteurs tragiques situent donc leur histoire dans un lieu qui peut être fréquenté par des personnages nobles. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque les personnages sont des personnages appartenant à la classe sociale de la noblesse, eh bien évidemment, l'histoire va se dérouler dans des lieux fréquentés par des personnages nobles, le roi, les valets, les confidents. Il s'agit souvent de manière générale du palais ou de l'antichambre, comme on va le voir dans Antigone. Donc, c'est que l'histoire l'action se passe dans un palais, le palais de Thèbes, comme on va le voir après. Nous avons la deuxième unité qui est l'unité de temps. C'est que l'action ne doit pas dépasser 24 heures. Elle se déroule en une journée. C'est la même chose donc, dans Antigone. Donc, la pièce commence à 4 heures du matin et se termine vers 17 heures du soir. Troisième unité, c'est l'unité de l'action. Elle n'est pas synonyme d'action simple. Ce n'est pas une action simple, mais cela veut dire que tous les fils de l'intrigue soient fortement tissés. La pièce ne raconte pas plusieurs histoires. Donc on a une seule action principale. Nous n'avons pas beaucoup d'actions et ceci facilite un petit peu la lecture et l'analyse de l'œuvre. Donc, deuxième règle, c'est la règle de bienséance. Donc le souci de plaire est au cœur de l'esthétique classique. L'auteur se veut donc en harmonie avec la morale et les goûts de son public. C'est pourquoi il ne faut pas montrer sur scène ce qui choque la morale. Crime, assassinat, duel. Autrement dit, c'est que dans une pièce de théâtre, eh bien, la représentation d'une pièce de théâtre ne doit pas contenir une scène qui risque de choquer le public. C'est-à-dire, on ne joue pas sur scène des actions où il y a des actions, bien sûr, qui sont violentes, où il y a de la violence, des crimes, des assassinats, des duels. Donc, cela risque de choquer le public. Donc, quelque chose qui est important, c'est le vocabulaire, langage, on va dire, l'héritage du théâtre antique. Lorsqu'on dit antique, c'est l'antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire vers moins 400 avant Jésus-Christ et 100 ans après la naissance du Christ. Donc le terme du chœur, qui est un personnage de l'œuvre de Antigone. Donc le chœur en général, c'est un héritage du théâtre antique, groupe de personnes qui chantaient pour présenter l'action ou la commenter. Comme on va le voir dans l'œuvre d'Antigone, le chœur, il est là, bien évidemment, pour commenter et pour faire avancer l'action et pour présenter l'action. Un mythe, donc qu'est-ce qu'un mythe? C'est un récit légendaire ou ça peut être un personnage ou ça peut être aussi une histoire qui représente un symbole. Donc c'est un mythe. Le prologue, c'est une partie située avant la pièce de théâtre. On l'a dans Antigone, dans l'œuvre d'Antigone. Une partie située avant la pièce de théâtre, au début, où un acteur s'adresse directement au public pour présenter les personnages de la pièce et situer son action. Donc, la fonction du prologue, c'est présenter les personnages, ou bien le système des personnages, et puis situer l'action, c'est-à-dire nous informer de ce qui s'est passé bien avant le début de la pièce. Quelque chose, bien sûr, une deuxième chose qui est très importante, c'est que Antigone est la fille d'Œdipe. Donc, il faudrait bien jeter un coup d'œil sur le mythe d'Œdipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le mythe d'Œdipe? Donc, Œdipe est un personnage de la mythologie grecque. Voilà, la mythologie. Il est le fils de Laios et de Jocaste, roi. Donc, ce sont le roi et la reine de Thèbes. C'est la ville et le royaume où se déroule l'action de la pièce de théâtre Antigone. Il a été abandonné de peur, donc voilà, ses parents l'ont abandonné, de peur de tuer son père et de se marier de sa mère. Donc, d'où vient cette information? Eh bien, ce sont les prédictions d'un oracle.
Lorsqu'il est devenu adulte, Oedipe apprend la vérité de ses parents et décide de s'exiler, c'est-à-dire de partir loin afin de ne pas réaliser les prédictions d'un oracle, de cet oracle, on va dire, pardon. Donc afin que les prédictions qui ont été dites par l'oracle ne se réalisent pas. Sur son chemin, lorsqu'il était sur le chemin de son exil, il rencontre un inconnu, une personne inconnue, et le tue. Eh bien, c'était son père, donc il l'a tué sans le savoir. Il arrive alors à Thèbes, c'est sa patrie, c'est sa ville, on va dire natale, c'est son royaume, donc il l'ignore, sans savoir que c'est sa vraie ville, c'est sa vraie patrie, c'est son vrai royaume. Il tue le sphinx, c'est un monstre qui se trouvait aux portes de la ville. Il est proclamé donc roi de Thèbes, puisqu'il a réalisé cet exploit, puisqu'il a tué le monstre, donc il a été proclamé roi, et il finit par épouser la reine, bien sûr, qui n'est autre que sa mère. Donc tout ça s'est passé sans le savoir. Donc lorsqu'il a appris la vérité, en apprenant la vérité, il se crève les yeux et part en exil. Donc il n'a pas accepté le fait de tuer son père et de se marier de sa mère, et bien par orgueil, donc on va revenir sur cette question de l'orgueil, il s'est crevé les yeux et il est parti en exil. Donc Laios et Jocaste sont les parents de Oedipe. Donc Oedipe a tué son père, il s'est marié de sa mère, et de cette liaison, de ce mariage, on a eu des enfants. Donc, des enfants donc c'est une information qui est très importante pour la compréhension de l'œuvre. Donc, nous avons Polynice, Éthéocle, Ismène et Antigone. Donc, après la mort d'Oedipe, la question qui se posait, c'était qui allait devenir roi, qui va succéder à Oedipe. Donc, soit Polynice, soit Éthéocle, puisque ce sont ses deux fils, ses deux héritiers. Donc, les deux frères se sont battus et se sont entretués. Donc, cette information, tout ça, on va le relire, on va le revoir lorsqu'on va lire la présentation de l'œuvre, le prologue que nous avons au début de l'œuvre. Donc, après la mort, donc ils se sont entretués, les deux frères sont morts. Les deux princes, on va dire, sont morts. Donc Antigone est fiancée, donc c'est quelque chose qu'on va apprendre également dans le prologue, est fiancée de Aimant. Aimant, c'est le fils de Créon et de Eurydice. Donc Créon, c'était le premier homme de la cour au temps, bien sûr, du règne de Oedipe, lorsque Oedipe était roi. Et après la mort des deux frères, Créon est devenu roi. Donc lorsqu'il est devenu roi, eh bien, c'est lui qui commande la ville. Donc la pièce, comme on va le voir, c'est que la pièce commence lorsque les deux frères sont morts et Créon a pris les rênes, il a pris les commandes et il est devenu roi. Donc voilà, donc nous avons un petit peu quelques informations sur les personnages, les relations qui existent entre les personnages. Dans l'œuvre, nous avons d'autres personnages qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo. Voilà, donc à la prochaine.